Bienvenue à toi, chercheur de sommeil. Je vais t'accompagner aux prémices de ce voyage nocturne lors duquel ton âme et ton corps trouvent la paix. Je t'invite à laisser ton esprit s'envoler au son de ma voix vers la destination de la quiétude et du repos. Une possibilité parmi tant d'autres. La lumière du soleil s'introduit par la fenêtre et j'ouvre doucement les yeux. Il est 6h30 du matin, bien trop tôt pour se lever. Je n'ai jamais aimé dormir de toute façon. Je roule sur le côté de mon lit en bâillant avant de poser les pieds sur le sol froid de ma chambre. Je frissonne et cherche des yeux la paire de chaussettes que j'ai balancées la veille, en me plongeant sous mes couvertures. Sans surprise, c'est le bazar. Des vêtements sales sont entassés dans un coin. Mon bureau est recouvert de mes devoirs de maths et des centaines de petites pièces de Lego recouvrent le parquet, carcasse du célèbre faucon Millennium que ma mère a finalement accepté de m'acheter. J'enfile paresseusement un jean et un t-shirt et je sors enfin de ma chambre. Dans le couloir, je peux déjà entendre ma mère discuter au téléphone. Plus j'y réfléchis, et plus je suis persuadée qu'elle ne dort jamais. Du plus loin que je me souvienne, pas une fois je ne l'ai vue s'allonger sur son lit et fermer les yeux. Un super pouvoir que j'ai toujours admiré. Je rentre dans la cuisine et m'installe en silence sur une chaise. Ma mère me sourit. Son impressionnante aura enveloppe la pièce dans une atmosphère presque magique et pose sur la table un bol de céréales et un petit paquet rouge. Avec un clin d'œil, elle ajoute « Ne l'ouvre pas encore, je raccroche et j'arrive ». Elle s'éloigne dans le salon. J'avais presque oublié qu'aujourd'hui était mon anniversaire. Je patiente, plongeant distraitement une cuillère dans mon bol. Ma mère revient, tout sourire, et s'assied à côté de moi. « Joyeux anniversaire, mon fils. Qu'est-ce que cela fait d'avoir 13 ans ?» Je me sens définitivement plus vieux qu'hier soir. Elle rit, puis pousse le petit cadeau rouge dans ma direction. Je pose ma cuillère et le secoue, imaginant ce qu'il pourrait contenir. « C'est une montre ?» je lui demande. « Une figurine ? Oh, je sais, un nouveau téléphone. Ouvre-le. » Je déchire le papier et en ressort une petite boîte recouverte d'un tissu doux. J'ouvre, reste silencieux quelques secondes, puis je lève un œil interrogateur. Ma mère semble amusée par ma réaction. « Qu'est-ce que c'est ? Tu n'as pas une petite idée ? » Je déteste quand elle fait ça. Quand elle répond à une question par une autre question. Elle pense que son côté mystérieux est drôle. Je prends l'objet et le fais tourner entre mes mains. Il s'agit d'une petite balle en métal, d'environ 5 cm de diamètre, gravée de signes que je ne reconnais pas. C'est un peu comme un porte-bonheur, m'explique-t-elle. Un arbre à souhait, si tu veux. Maintenant, je la regarde avec incrédulité et amusement. Fais-moi confiance. Ferme les yeux et pense fort à la personne que tu voudrais devenir. Dubitatif, j'obéis. Je ferme les yeux et j'essaie de m'imaginer, adulte, réalisant mes rêves. Alors j'ouvre les yeux. Je ne suis plus dans ma cuisine. Je suis debout, derrière le bar d'un restaurant. Devant moi, un menu portant mon nom de famille. Dans la salle, des dizaines d'individus mangent, boivent, rient et discutent. 2 d'entre eux, à l'évidence un couple, s'approchent du comptoir, le sourire jusqu'aux oreilles. « C'était délicieux, dit l'homme. Tout est fait maison ?» Abasourdi, je ne sais pas quoi répondre. Derrière moi, une jeune femme d'une vingtaine d'années
s'approche et pose une main sur mon épaule. Elle est brune aux yeux bleus et son aura rayonnante me laisse penser que je la connais. C'est étrange, elle me fait penser à ma petite cousine de 5 ans. Tout à fait, répond-elle. Pour les lasagnes, il s'agit d'une recette de famille. Elle discute avec eux, rit avec eux, puis le couple s'éloigne, main dans la main, vraisemblablement satisfait de leur soirée. La jeune femme me regarde amusée. « Alors, tu as perdu ta langue ?» Elle rit et tourne les talons. Mais quand elle passe la porte des cuisines, ma vision se trouble et je perds l'équilibre. Maintenant, je me retrouve sur un banc, dans un parc qui ne ressemble en rien à celui de mon quartier. Déboussolée par ce qui est en train de se passer, je me lève d'un bond et bouscule au passage un jeune homme qui croquait dans un sandwich. Il fait tomber le dossier qu'il avait dans les mains avant de s'apercevoir, soulagé, que son repas est sauvé. Je suis désolée. Il secoue la tête avec un sourire. Bizarrement, je me sens presque plus grand que lui. Pourtant, il est évident qu'il s'agit d'un adulte. Il n'y a pas de mal. Il fixe mon visage pendant ce qui semble être une éternité. Pas de doute, c'est bien du rouge qui me monte aux joues. Mais pourquoi ? Je me baisse, maladroitement pour ramasser les quelques feuilles avant qu'elles ne soient emportées par le vent. En se baissant à son tour, il plonge son regard dans le mien, et le temps d'une seconde, je crois apercevoir de l'espoir et d'autres choses que je ne reconnais pas. Il me dit son prénom en me tendant la main. Je lui souris en lui disant le mien. Alors mon esprit se brouille encore, mais juste avant de perdre le contrôle de la réalité, je crois effleurer la main de cet inconnu que je ne connais pas. Et pour une raison que j'ignore, je me sens plus léger. J'ouvre de nouveau les yeux. Ce voyage n'en finit plus. Cette fois, je suis assis devant une table dans un immense bâtiment au haut plafond et bondé de monde. Ma mère est à mes côtés, signant un livre à la couverture épaisse. Elle semble avoir vieilli, et pourtant, elle a toujours cette incroyable énergie. Je souris, l'observe, elle me remarque et me rend mon sourire. Alors, une jeune femme s'approche de moi en souriant. Elle tend un épais livre. Curieusement, mon nom y est écrit à côté de celui de ma mère. Par réflexe, je l'ouvre et y appose ma signature, en souriant. Puis, tout bascule, encore, et je me retrouve de nouveau dans ma cuisine. J'ai lâché la sphère métallique sur la table et mes mains tremblent d'incompréhension. De retour ? Déjà ? Je lève les yeux vers ma mère, qui se trouve maintenant en face de moi, un air énigmatique sur le visage. Je suis à bout de souffle. Tu as appris quelque chose d'intéressant ? Je secoue la tête, confus. Je ne comprends pas. Ce n'était que des visions. C'est exact. Ça semblait si réel. Elle hoche la tête. Je la regarde, interloquée. Elle se redresse sur sa chaise et plonge son regard bleu dans le mien. Une chose est sûre, elle sait entretenir le suspense. J'avais ton âge quand j'ai découvert cet objet. Je te ressemblais beaucoup. J'avais ton esprit créatif, rêveur et aventureux. Un jour, alors que je rentrais du collège, mon instinct m'a guidée dans une petite boutique que je n'avais jusqu'à présent qu'observée de loin. Ce jour-là, je suis tombée sur cette sphère, si belle, si parfaite. Elle paraissait si vieille et pourtant, il n'y avait pas une seule rayure sur sa surface. Comme tu l'as fait, et sur les conseils du vendeur, j'ai fermé les yeux. Une pause, je n'ose plus bouger.
incapable de parler. Ma mère reprend. Je me suis vue, les mains sur un clavier, en train d'écrire mon premier roman. Je me suis vue, à ma première séance de dédicace, discutant avec un homme auquel tu ressembles beaucoup et dont je suis tombée éperdument amoureuse. Je t'ai vu, toi aussi. Tu as vu l'avenir ? Elle secoue la tête. Juste une possibilité parmi tant d'autres. Mais plus que tout, il s'agit d'une preuve. La preuve que tu peux être absolument ce que tu veux devenir. Que tu peux tout accomplir, réaliser tous tes rêves, si tu t'en donnes les moyens. Et que le seul obstacle qui se tienne sur ton chemin, elle pointe un doigt vers ma poitrine et n'ajoute pas un mot. Moi, je n'en ajouterai que 2. Merci maman. Élémentaire, mon cher mage Son. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un mage tout-puissant appelé Son. C'était le mage le plus réputé à des lieux à la ronde. Vous aviez un troll à décimer, un dragon à capturer, une cité à élever en une journée. Vous saviez à quelle porte sonner. Des hordes de personnes sollicitant ses pouvoirs venaient frapper à sa porte, et pas une ne repartait déçue. Son avait souvent affaire à des despotes en quête de pouvoir, des chevaliers téméraires en quête de gloire, ou des confrères magiciens en quête de savoir. Aussi fut-il étonné lorsqu'un beau matin, il trouva au pas de sa porte le jeune prince, Alexandre. Alexandre avait l'air si humble et si démuni que Son ne put s'empêcher de l'accueillir chez lui. Il n'avait rien à voir avec sa clientèle habituelle. Sa requête allait sûrement être la plus simple à combler que toutes les autres jusqu'alors. Pourtant, il n'avait jamais vu de client aussi désespéré que lui. « Prince Alexandre, commença le mage, une fois l'étonnement passé. Quel bon vent vous amène ? Ô grand mage Son, croyez-moi, je suis le plus malheureux des hommes, répondit Alexandre, entre 2 sanglots. J'imagine que vous connaissez la princesse Jacinthe, celle qui cherche des prétendants dans toute la région. Eh bien, il m'a suffi de l'entreapercevoir lors de l'annonce de sa future accession au trône, et je suis tombé éperdument amoureux d'elle. Je ne vois pas grand malheur à cela, repartit le mage, un peu ennuyé d'être dérangé pour une affaire aussi futile. Vous n'avez qu'à prétendre à sa main et espérer être choisi. C'est que, voyez-vous, rétorqua Alexandre, rougissant de honte, j'avais espéré que vous pourriez lancer un petit sort ou fabriquer une petite potion pour la rendre amoureuse de moi. Malheureusement, il y a 1 ou 2 alter ego, 2 ou 3 sine qua non, c'est-à-dire, je ne peux pas rendre les gens amoureux. Je suis désolée, c'est contre mes principes. Alexandre marqua une pause pour considérer les dernières paroles du mage, lui qui avait asservi des peuples pour satisfaire des tyrans, lui qui avait décimé des populations entières de nuisibles pour garantir la sûreté. Il avait comme principe de ne pas contrôler les émotions amoureuses sur demande. Mon œil, oui, pensa Alexandre. Il ne sait simplement pas comment faire. Cette obscure clause de conscience n'allait pas l'arrêter en si bon chemin. Dans ce cas, pourriez-vous faire en sorte qu'elle me remarque ? Demanda-t-il, se contrôlant intérieurement pour ne pas partir en coup de vent. Je ne suis pas vraiment le prétendant idéal. Mon château n'a qu'un étage, mon carrosse est constamment en réparation, et je passe plus de temps avec mes sujets qu'avec mes courtisans. Vous désirez donc sortir du lot ? Oui, je crois que je peux faire quelque chose pour vous, conclut Son, un sourire sardonique aux lèvres. 2 jours plus tard, le plan était prêt à être exécuté.
Alexandre, à moitié tremblant, devait profiter de la fête des moissons pour entrer dans le château et rencontrer la princesse. Lorsqu'il la vit, il s'approcha d'elle avec appréhension. Comment aurait-il pu être serein, sachant que les dernières paroles du sage avaient été « Je vais avoir besoin de beaucoup de feu ». Arrivé à sa hauteur, il resta pantois et ne sut que faire. C'est alors que surgirent derrière lui des flammes, pareilles à celles de l'enfer. En un rien de temps, le feu gagna les épis de blé, séchés, entassés dans la salle royale, et le château entier s'embrasa. Alexandre, mu par l'amour, chercha la princesse en tous sens, terrifié à l'idée qu'elle perde la vue dans ce brasier. Mais la princesse, mue par un réflexe de survie, avait déjà quitté le château. Le mage assista avec surprise à l'échec de son plan, son premier échec en 514 ans, à travers sa boule de cristal. Il arriva sur les lieux en trombe, où il trouva un prince dépité et un château carbonisé. « Comment ?» hurla le mage. « Elle ne vous a pas remarqué quand elle a vu les flammes surgir derrière vous ?»« Je crois qu'elle était bien occupée à fuir hors du palais en feu, » répondit le prince, morose. « Et vous n'en avez pas profité pour la sauver ? Je vous avais pourtant offert une occasion en or. »« Je crois que j'étais bien trop occupée à fuir hors du palais en feu, » fut la seule réponse d'Alexandre. Cependant, le feu ne s'était pas arrêté. Il s'étendait désormais au reste des champs et au village en contrebas. La suite du plan coula de source dans le cerveau du mage. « Vite, placez-vous face au feu » cria le mage à Alexandre. « Non, mais ça ne va pas » s'écria Alexandre, tapant furieusement de l'index contre sa tempe. « Faites-moi confiance » lui dit le mage. Alexandre, qui n'arrivait pas à savoir s'il était bien sage de placer sa vie dans les mains de ce drôle de mage, s'approcha néanmoins dangereusement du feu. « Je vais avoir besoin de beaucoup d'eau » marmonna le sage dans sa barbe. À cet instant, un géant tsunami surgit derrière le prince, déferlant de lourdes vagues à travers toute la contrée. Bâtiments, plantes, bêtes, humains, tous furent emportés par ce torrent inarrêtable. Alexandre et Jacinthe compris. À nouveau, Alexandre voulut la sauver et nagea de toutes ses forces dans sa direction, mais constatant son erreur, le mage fit brusquement disparaître l'eau et Alexandre tomba brutalement à terre. « Alors, elle vous a remarqué cette fois ?» demanda âprement le mage Son. Alexandre, de la boue plein la bouche, se contenta de lui lancer un regard noir. Il se leva et regarda autour de lui le désastre qu'il avait causé. « Regardez, Son, tous les bâtiments sont détruits et les champs sont dévastés, et c'est entièrement ma faute. Si Jacinthe l'apprend, elle ne voudra plus jamais m'adresser la parole. » Sur ces derniers mots, il se recroquevilla et se mit à pleurer. Le puissant mage, attendri, décida de réparer ses erreurs en essayant une dernière fois d'attirer sur le prince l'attention de la princesse. « Je vais avoir besoin de beaucoup de terre, » dit-il dans un sourire. Alors, des profondeurs du sol surgirent de nouvelles constructions, bien plus solides et élégantes que les précédentes, et des champs où s'amoncelaient plantes et bêtes en tout genre. Fier de lui, le mage Son se retourna vers Alexandre pour lui dire d'annoncer à la princesse que tout avait été réparé. Mais Alexandre ne l'entendit pas. Pendant que le mage était occupé à élever des bâtisses et faire fructifier la terre, le petit prince s'était approché de la princesse, maculé de boue et terrifié. Alexandre désirait lui apporter du réconfort, mais il ne savait pas comment. Apercevant cette scène, Son eut une dernière idée, et sûrement sa meilleure. « Je vais avoir besoin d'un peu d'air », chuchota-t-il finalement. Une légère brise s'éleva alors et vint caresser les bras trempés de la princesse. Elle se mit à trembler, ce qu'Alexandre ne tarda pas à remarquer. Il regarda alors intensément Jacinthe
qui lui donna la permission d'un mouvement de tête et, sur cet acquiescement silencieux, il la prit dans ses bras. Le mage Son comprit alors qu'il y avait bien une magie qu'il ne maîtriserait jamais, celle de l'amour. Il déduisit enfin que, parmi tous les éléments, un peu d'air réchauffe parfois davantage les cœurs que 1000 châteaux en feu. À présent, je te laisse te reposer dans ton château imaginaire. Je te laisse vivre 1001 aventures dans tes rêves. Je te souhaite une douce nuit.